Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre le scénario. Dans cette vidéo, on va enfin voir la structure complexe. Avant d'entamer cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder les 3 précédentes vidéos, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué de comprendre tout ça. Et dans cette vidéo, on va simplement regarder toute la structure classique, c'est-à-dire que c'est un modèle de structure, il ne faut pas l'appliquer à la lettre, mais vous allez pouvoir en apprendre beaucoup au niveau de la dynamique d'un scénario et j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à télécharger vos cadeaux gratuits dans la description et surtout le résumé de cette vidéo en fiche illustrée juste au-dessus. Vous avez aussi des cadeaux sur l'écriture d'une note d'intention, un modèle de storyboard, un modèle de beaucoup de choses en fait. Donc allez découvrir tout ça et sans plus attendre, on va commencer cette vidéo sur la structure d'un scénario. Alors la structure d'un scénario, c'est un sujet qui est très clivant. Il faut savoir que beaucoup de gens le prennent très mal en fait, ce sujet de pensée structure. Et je le comprends tout à fait, hein, je ne suis pas du tout, imperméable à cette pensée de l'anti-structure. Je pense qu'il y a un juste compromis à trouver. Je pense que d'arriver à appliquer la structure, c'est pas une bonne chose. L'appliquer comme ça, c'est pas une bonne chose. Ça marche quand on fait des films de super-héros ou des films en série comme ça. Mais, et encore, il y a quelques lacunes là-dedans. En revanche, ne pas l'avoir juste simplement étudié, ça me semble être une très mauvaise idée. Donc je vous donne ces informations et je vous laisse libre d'en faire ce que vous voulez, évidemment. Et j'espère juste vous ouvrir sur certains grands principes de l'écriture scénaristique. Voilà, je tiens quand même à calmer un petit peu tout ça. Et c'est une structure. Là, j'ai pris un choix de structure que je redigerai et que j'espère vous simplifiera la tâche. Mais ce n'est pas la seule structure qui existe, il en existe plusieurs. Donc voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et ne prenez pas ce que vous n'avez pas envie de prendre. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas des mathématiques et ce n'est pas un tableau Excel. Ok, alors j'en ai profité, c'est un petit placement de produit, il faut l'avouer. C'est la carte du scénariste, c'est un projet que j'ai fait il y a un petit moment déjà. C'est une infographie où j'ai réalisé une structure en question. Je trouvais que les structures qui étaient proposées dans les bouquins de théorie, je pense aux livres d'Édouard Blanchot, de John Truby, même de Campbell, sont assez compliquées puisque le langage, le vocabulaire utilisé me perd un petit peu. Personnellement, même avec les lectures que j'ai faites, j'ai du mal à comprendre les termes parce qu'ils diffèrent d'un livre à l'autre, incident déclencheur, élément perturbateur, ce genre de choses. Je le comprends, je le conçois, mais je pense qu'il y avait des choses plus simples au niveau de la compréhension de cette logique, notamment les questions. Donc je vous mets le lien aussi de la carte du scénariste, ça coûte 7 € en version numérique. Vous pouvez l'imprimer pour une dizaine d'euros en très grand format. Je l'ai fait, c'était super sympa et ça fait un super outil. Et c'est une bonne chose pour juste avoir une vision assez claire de son scénario ou pour le réécrire et comprendre peut-être là où il pourrait y avoir des lacunes. Donc sans plus attendre, on est parti. Alors, on l'a vu, acte 1, acte 2, acte 3, c'était notre première vidéo, donc la structure en 3 actes. On reprend un petit peu tout ça. Dans l'acte 1, on va construire les fondations de notre histoire, c'est-à-dire la situation initiale de notre histoire et exposer le problème principal. Dans l'acte 2, on va mettre notre héros face à des problèmes. Donc j'ai simplement mis la question à quel problème mon héros fait-il face. On va savoir comment il va réagir, qu'est-ce qu'il va en apprendre, où est-ce qu'il va faire des erreurs, où est-ce qu'il va prouver sa valeur, où est-ce qu'il va montrer ses forces. Et dans l'acte 3, comment mon histoire se termine-t-elle? On a le combat de valeur final, donc l'épreuve finale de notre héros, et comment il revient à la normale en ayant changé. On va faire chaque case les unes après les autres et bien comprendre tout ça. Vous allez voir, c'est assez simplement présenté. J'ai voulu le faire de la manière la plus simple qui soit. On est dans l'acte 1, on va commencer à présenter le contexte. On le voit là, le contexte, j'ai toujours mis une petite citation, il était une fois. C'est juste la présentation de votre espace. C'est une période qu'on appelle descriptive. Tout d'abord, on va présenter les lieux où se déroule mon histoire. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est dans tel pays? Est-ce que c'est dans un environnement urbain? Est-ce que c'est dans un environnement plus proche de la plage, comme dans Mektoub? Voilà, quel est l'univers? Est-ce que c'est un monde très réaliste? Est-ce que c'est un monde fantastique, de science-fiction? Là, libre à vous de présenter le lieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les questions
ont été mises dans un ordre vraiment extrêmement classique et vous pouvez le mettre dans le désordre. Il n'y a vraiment aucun problème à répondre à ces questions dans le désordre, c'est vraiment pas du tout un problème. Ensuite vient l'époque. À quelle époque se situe votre histoire? Est-ce qu'on est en 1990 ou est-ce qu'on est dans le futur? Est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une période moyenâgeuse? Il va falloir le montrer. Ça ne veut pas dire que vous devez faire un petit titre avec écrit, je ne sais pas, moi je vois dans la série Peaky Blinders que j'adore, il y a écrit Birmingham 1919. C'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ça c'est retranscrit à l'image avec les costumes, la façon de parler. Il y a plein de détails qui permettent de cibler votre époque. Donc ça, essayez d'être assez malin, ne le faites pas de manière trop frontale. Dans quelle atmosphère? Alors là, on va avoir quelque chose de l'ordre de l'ambiance. Est-ce qu'on est dans un film, voilà, comme je vous disais, urbain, où on sent une pression urbaine? Je pense à 8 Mile par exemple, où on a des décors qui sont assez crasseux, urbains. C'est Détroit, donc on est sur une Amérique post-industrielle. Donc, quelle est l'atmosphère en fait de votre… quelles sont les couleurs, moi je dirais? Ça se joue beaucoup à ça. Quel est le ton de votre histoire? Ensuite, on a une question en pointillé, c'est quel est le genre de mon histoire? Alors ça, je l'ai mis en pointillé parce qu'elle n'est pas obligatoire, parce que le genre, c'est finalement une question de marketing, c'est pas tant une question… c'est une question de code, c'est pas vraiment une question à laquelle on répond si facilement, parce que ça coule de source en fait dans votre film. Même la question dans quelle atmosphère, ça permet aussi de donner un genre. Même les lieux, l'époque permettent de donner des informations, mais il est toujours bon pour vous de répondre à cette question en tant que scénariste, de vous dire quel est le genre de mon histoire pour pouvoir en respecter les codes ou alors les transgresser. Dans un film d'épouvante par exemple, c'est à ce moment-là qu'on va avoir un petit élément fantastique qui permet de donner le genre de l'histoire. Si on est dans un truc policier, il va y avoir un crime, des choses dans ce genre-là. Donc, quel est le genre de mon histoire? Quels sont les codes? C'est une question à se poser, pas forcément. Vous n'avez pas à être factuel dans cette réponse. Vous pouvez revenir là-dessus. Ensuite, on a une période qu'on appelle thématique. Mon message, j'ai mis cette citation, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est le film Spider-Man, évidemment. En fait, dans un film, on a toujours une question thématique. Quel est le thème, par exemple, de tel film? Essayez de vous poser la question. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Des fois, c'est un mot très simple. Je sais que certains théoriciens partent d'un mot très simple et certains scénaristes également partent d'un mot très simple. Ça va être l'amitié, l'amour, la violence, la haine. Donc on va avoir une question de cet ordre-là. Vous allez poser la question, la problématique interne de votre histoire et ce qui vous touche dans la réflexion dans votre scénario. Ça va être, je ne sais pas, peut-être les dérives du libéralisme. Libre à vous de trouver, j'ignore quel est votre scénario, mais quelles sont mes thématiques? C'est toujours important de le voir. Y a-t-il des messages sous-jacents à mon histoire? Peut-être que vous allez avoir un point de vue particulier et c'est toujours bon de vous poser cette question et de l'avoir comme carte en main là encore une fois elle est en pointillé, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être fondamentalement mise en scène ou mise en place dès le début, ça serait même une grosse erreur, mais c'est toujours bon de vous la poser avant tout. Quel est votre point de vue sur la question? C'est une question que vous allez travailler d'ailleurs dans votre note d'intention. Quel est votre point de vue sur le sujet que vous êtes en train de traiter? Quel est votre point de vue sur le thème? Donc voilà, c'est la période thématique et c'est toujours bon d'y répondre. Mon personnage, et on y vient enfin, on va devoir expliquer les fondations de la psychologie de notre personnage, qui il est, etc. J'ai mis cette citation, je m'appelle Bond, James Bond. Qui est mon personnage principal? Eh bien là, ça va être par exemple le nom, l'âge, des signes distinctifs. On va pouvoir présenter de manière très simple qui est mon personnage. Il y a des questions peut-être à montrer. Qu'apprécie-t-il dans sa vie et qu'est-ce qu'il déteste? On ne parle pas de nourriture, on ne parle pas de est-ce qu'il aime les hamburgers ou est-ce qu'il n'aime pas les hamburgers. Qu'apprécie-t-il dans sa vie? Par exemple, il adore passer du temps avec ses potes. Qu'est-ce qu'il déteste? Sa situation familiale. Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Le rap. Et qu'est-ce qu'il déteste? Je pense à la série Validé par exemple.
On voit le personnage principal, Apache, qui adore le rap et il adore ses potes. Qu'est-ce qu'il déteste? Son métier de dealer, la situation dans sa cité, il n'aime pas du tout. Donc là, on peut présenter le déséquilibre déjà de l'environnement de notre personnage entre ce qu'il aspire à être, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Quelle est sa faille principale? Alors ça, on l'a vu dans la deuxième vidéo, si je ne me trompe pas, ça va être la vulnérabilité. On a une vulnérabilité d'un personnage et à ce moment-là, il va falloir la montrer dans les faits. Par exemple, dans Les Dents de la Mer, une des failles principales du personnage, ça va être la peur de l'eau. Eh bien, c'est montré plus ou moins dès le début. Cette faille principale, cette névrose autour de l'eau est montrée. La faille principale, alors validée, je ne m'en souviens pas très bien, mais il me semble que le personnage principal, il a plusieurs failles. Il a un manque de détermination, il a du mal à prendre sa vie de rappeur en main. Il alterne entre son job de dealer et le rap qu'il fait sur le côté avec beaucoup de passion, mais il ne s'expose pas suffisamment pour pouvoir en faire son métier. Comment cette faille qu'il ignore le gêne dans sa vie? Il est question de montrer en quoi cette faille-là le met dans une routine délétère pour lui. Et là, c'est hyper important de le montrer. Je pense à Bilbon dans Bilbo le Hobbit. Bilbon le Hobbit, il a vraiment une routine de pacha. On voit qu'il cherche aucun ennui, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il apprécie. Il apprécie son confort de son trou de Hobbit, mais en même temps, il aspire à de l'aventure. Donc, il y a quelque chose de dissonant face à ce personnage, c'est que soit il continue sa vie dans son confort et il prend aucun risque et il n'aura jamais vécu d'aventure et sa vie aura été d'une monotonie sans nom, soit il se lance complètement dans l'aventure, ce qu'il fera d'ailleurs par la suite une fois qu'il sera mis face à cette faille. Donc pensez à votre personnage, encore une fois je peux donner plein d'exemples, mais c'est quelle est votre histoire et quelle est la faille du personnage qu'il ignore. C'est très important d'ailleurs de noter, il l'ignore. Cette faille-là, il n'en a pas conscience. Vous, en tant que scénariste, vous allez le montrer, mais votre personnage, lui, en a pas conscience, ça serait trop facile. On se rend compte de notre faille que dans des situations, ou nos vulnérabilités que dans certaines situations. Quand on se lève le matin, on n'est pas là, tiens, j'ai des problèmes de ci, de ça, de ça. Non, c'est vraiment face à une situation où on voit qu'on a des réactions qui ne sont pas adaptées, on a une posture qui n'est pas adaptée aux situations. Donc montrez-le, vous vous rappelez de cette phrase qui est connue, show, don't tell, donc montrez les choses et ne le dites pas. Faites vraiment attention à ne pas être factuel dans votre personnage. On a rarement un personnage qui vient dire j'ai des problèmes avec ça. Ça s'appelle un psychologue, ça s'appelle pas du tout un scénario. Ou alors il faut le faire de manière très subtile, ou alors de faire ça de manière très maligne. Mais voilà, c'est vraiment important de noter qu'il ignore complètement cette faille et ça le gêne dans sa vie. Donc montrer une situation de ce type-là qui soit très juste. Je sais que j'avais écrit un court-métrage qui s'appelait Bagarre, et dans ce court-métrage, dès le début, on avait un personnage qui en fait ne s'est jamais bagarré dans la rue. Il ne s'est jamais bagarré, il est dans le métro et dès le début, en fait, il y a un racket qui se passe et il y a une touriste qui se fait voler son sac. Et il reste complètement paralysé et il n'agit pas. Et il est un peu mort de honte. Et en plus de ça, la touriste lui fait des reproches en lui disant « Mais pourquoi t'as rien fait ?» Et du coup, il est pétri de honte. Et là, c'est face à cette situation qu'il s'est rendu compte qu'il ne s'est jamais battu et qu'il manquait parfois de courage et qu'il ne s'imposait pas suffisamment. Donc c'est le genre de choses qui peut arriver dans la vie. Essayez de vous rendre compte de certaines choses dans votre vie que… Vraiment, vous avez des vulnérabilités qui vous empêchent d'avancer et vous n'en avez pas nécessairement conscience. Quelles sont ses qualités et ses défauts? Alors, il y a un joli dosage à trouver entre les qualités de votre personnage et ses défauts. Par exemple, un personnage peut effectivement avoir des problèmes de courage, mais peut avoir quelque part suffisamment d'intelligence et de recul pour avoir les clés pour s'en rendre compte par la suite. Donc essayez de trouver un dosage entre ce dont il est capable
et ce dont il n'est pas capable. Parce que si vous faites un dosage qui n'est pas bon, c'est-à-dire des qualités qui ne sont pas suffisantes pour traverser les épreuves, ça va être très compliqué. Il faut qu'il y ait comme une petite plante à ces qualités qui puisse permettre de réparer cette vulnérabilité. Je ne sais pas si je suis très clair vis-à-vis de ça. J'ai essayé de prendre un exemple. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodo, on voit que il est d'une certaine manière très touchant parce qu'il c'est pas le plus courageux des hobbits, mais en même temps, il est très proche et très bienveillant envers son oncle. Il est très sensible à toutes ces histoires de malheur. Il est très sensible à ses amis. Et c'est ce savant dosage qui fait que ça en fait un personnage intéressant, c'est qu'on voit que c'est pas le personnage d'Aragorn qui sait super bien se battre et qui arrive à se battre contre 10 personnes en même temps. On voit bien que Frodon c'est absolument pas un guerrier et il aspire pas du tout à être un guerrier. En revanche, il a cette sensibilité, cette tendresse qui lui donne quelque part une force énorme. Sa force, elle vient de son entourage, de l'amour qu'il porte pour les autres. Et c'est porté par cet amour qu'il découvre son courage et qui fait preuve de courage, bien qu'il en ait extrêmement peur. Alors, pourquoi dépasser sa faille améliorerait son existence? Encore une fois, c'est une question que vous devez vous poser. Ce n'est pas franchement quelque chose à mettre en scène dans votre récit, mais c'est une question auquel vous devez répondre. Pourquoi dépasser sa faille améliorerait son existence? Je reprends le cas de Bilbo dans The Hobbit. Il a effectivement une faille principale, c'est qu'il adore son confort et il est pantouflard. Mais du coup, il aspire à une vie d'une simplicité sans nom et ça améliorerait grandement son existence d'accomplir quelque chose, de s'accomplir en tant qu'individu. On voit qu'il est passionné par toutes les mythologies, par toutes les histoires qui se passent au-delà de son petit village de Hobbit. Et on voit qu'il a besoin de s'émanciper de sa situation. On est proche finalement du surhomme de Nietzsche, c'est-à-dire de se dépasser, de l'idée de dépassement. Par déduction, quelles leçons essentielles à son évolution n'a-t-il pas réalisées? Encore une fois, c'est une question que vous devez vous poser personnellement en tant que dramaturge. Ça peut être très compliqué de l'expliquer dans une scène vraiment extrêmement précise, mais on le comprend. Il faut bien penser que le spectateur ne gobe pas toutes les informations de manière passive. Il va se poser des questions. Il va déduire certaines choses. En voyant telle personne, on peut vite comprendre en quoi est-ce qu'il pourrait vivre de manière plus, je dirais pas plus saine, mais plus adaptée. Comment, en fait, en réglant tout ça, il retrouverait une posture et qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre. On connaît tous autour de nous et même nous-mêmes, on a des choses qu'on aimerait apprendre sur nous-mêmes et c'est presque un rôle parental, c'est presque moralisateur, mais d'avoir quelqu'un qui nous dit nos quatre vérités, et c'est très dur à entendre, mais ça nous permettrait effectivement d'avancer bien mieux dans la vie en ayant réalisé le problème et de faire l'effort de changer. On continue dans cette période descriptive, on a ce qu'on appelle l'entourage. Nous sommes là, ouais, j'avais écrit cette petite phrase, nous sommes la somme des 10 personnes que nous voyons le plus. C'est important de montrer votre personnage dans son entourage puisque le conflit de valeurs, le conflit interhumain va être l'essence de votre scénario. Il est très rare d'avoir un scénario où il y a une errance totale du personnage sans conflit humain, interhumain, sans conflit de valeurs et d'échanges verbaux. Il y a bien sûr des exemples, hein, ça ne veut pas dire ne me faites pas dire ça, mais vous devez penser que la dramaturgie se passe souvent dans les interéchanges, c'est-à-dire comment en fait tout ce système-là que vous avez mis en place dans votre acte 1 va se rééquilibrer. Lorsque le personnage principal change, les autres personnages secondaires vont changer également. C'est comme on fait un écosystème. Quand une plante va prendre le dessus sur d'autres plantes, les autres plantes vont se défendre et ainsi de suite. Et c'est ce savant dosage qui va être intéressant. Donc c'est pour ça qu'il est important de montrer les personnages qui sont importants dans l'entourage du personnage. Alors l'entourage, ça ne veut pas dire simplement les amis, hein. Ça peut être aussi des gens qui lui pourrissent la vie également. Ça peut être une famille dysfonctionnelle. Ça peut être bien des choses. Je pense au film de Xavier Dolan, je crois qu'il s'appelle juste La fin du monde, où durant l'acte 1, on voit le personnage principal apparaître
Et même, je dirais que c'est assez fort, c'est que le personnage principal ne dit pas grand-chose. Il arrive après 10 ans d'absence dans sa famille qui est complètement flinguée. Vraiment, elle est complètement flinguée. Et justement, c'est l'entourage qui le définit bien. C'est-à-dire qu'on voit l'entourage, l'environnement dans lequel il a pu évoluer, passer un temps, et on comprend qu'il s'en est échappé. Et on arrive à en déduire beaucoup de choses sur son personnage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase qui me semble assez juste. Nous sommes la somme des 10 personnes que nous voyons le plus. Vous pouvez prendre quelqu'un, voir les 10 personnes qui voient le plus, et vous pouvez très facilement en déduire quels sont, voilà, quels peuvent être les traits de personnalité de cette personne. Et je trouve que le film de Xavier Dolan le montre bien parce qu'on a un personnage extrêmement silencieux et ça ne nous empêche pas de comprendre et de déduire sa situation en tant qu'individu dans ce microcosme. Quel lien satisfaisant et insatisfaisant entretient-il avec, encore une fois, je reprends le film de Xavier Dolan, on voit qu'il y a des liens qui sont satisfaisants, on voit qu'avec sa sœur, il y a beaucoup d'amour, on voit qu'avec son frère qui est joué par Vincent Cassel, on a un rapport assez étrange, c'est-à-dire qu'à la fois il est bourré d'admiration, le grand frère du personnage principal est bourré d'admiration, mais aussi d'une rancœur terrible. On voit que la mère est quand même très fan de son fils prodige, mais en même temps, elle a une façon de le faire qui est hyper dérangeante. Donc, les relations purement saines, elles sont très rares dans la vie quand on y pense. Moi, je sais que dans mon entourage, je peux compter une dizaine de personnes avec qui j'ai des rapports extrêmement sains, mais des fois il va y avoir des rapports dysfonctionnels sans le vouloir, mais c'est juste deux humains qui se rencontrent puisqu'il y a des systèmes de valeurs qu'on peut avoir qui ne sont pas les mêmes que celles de notre voisin ou d'un collègue de travail ou qu'importe, même dans la famille, c'est même un des trucs proches de l'adolescence, on se rend compte qu'on est un individu qui est différent de notre environnement familial et il va y avoir des conflits de valeurs, donc de là peut naître le conflit, donc c'est important de créer un terreau propice aussi au drame, propice au conflit, mais aussi un terreau qui peut aider et résoudre la quête. Donc, à vous de voir ce que vous en faites, mais pensez bien à définir tout ça. Vient maintenant la période de défi. C'est super important. Là, il va falloir faire démarrer l'histoire parce que là, jusqu'à présent, on était dans une phase descriptive, mais on n'a pas encore fait commencer l'histoire. J'ai appelé cette phase la période de défi, donc les électrochocs. Là, le personnage va être sorti de sa zone de confort. Parfois dans la vie, on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix. Et c'est exactement la situation dans laquelle vous allez devoir pousser votre personnage. Il va falloir qu'il soit dans une situation où il soit obligé de résoudre la situation. Et pour ça, il y a plusieurs techniques et de cases à cocher pour arriver à mettre votre personnage dans une position d'obligation d'avancer et de se lancer dans l'aventure. Je pense à Star Wars, celui qui est sorti en 77. Le personnage de Luke Skywalker adorerait voyager dans l'espace et être pilote d'avion, je sais pas comment, de navette spatiale, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il adorerait ça, mais il est retenu par sa famille de fermiers qui ont besoin de lui dans les champs. Mais il y a un appel à l'aventure, Obi-Wan reçoit un message de la princesse Leia qui demande de l'aide à Obi-Wan, et Obi-Wan dit à Luke viens avec moi sauver la galaxie. Lui il dit bah non je peux pas, je dois aider mes parents avec la ferme. Ce qui est une fausse excuse, c'est ce qui l'empêche, il s'auto-sabote, il s'empêche de se réaliser pleinement. Mais malheureusement, sa famille meurt, tuée par, je ne sais plus si c'est l'Empire, je ne sais plus, mais en tout cas, sa famille meurt. Donc là, il n'y a plus aucune raison de rester dans cette situation. Ce qui l'empêche pas d'éprouver de la crainte et énormément de peur, mais il ne peut plus. Son excuse pour ne pas avancer n'existe plus. Donc, on a cette question essentielle, quel problème vient bouleverser sa vie ? Donc là, on a l'incident déclencheur, quel problème vient bouleverser sa vie ? Je le donne souvent comme exemple, c'est le loto. Vous venez de gagner 100 millions d'euros, c'est le cas du film comme Les Tuches. Quel problème vient bouleverser sa vie ? Dans le premier Harry Potter, il va y avoir cette lettre de Poudlard qui est presque, c'est pas encore un incident déclencheur, c'est plus un incident déclencheur à retardement. Mais le problème qui vient déclencher tout ça, c'est l'arrivée de Hagrid qui lui dit « tu es un sorcier ». Donc là, il a
un trait de son identité qu'il ne comprenait pas et qui va l'obliger à aller à Poudlard. C'est-à-dire qu'il ne peut pas renoncer à l'idée d'en savoir plus sur ses parents, d'en savoir plus sur lui-même, mais de comprendre en quoi il est différent, cette difficulté qu'il a depuis si longtemps. S'il résolvait le problème, qu'est-ce qui changerait dans sa vie? Donc il y a un problème, par exemple, une personne s'est faite voler un truc super important, il va devoir le récupérer. S'il résolvait le problème, en quoi ça changerait sa vie? Ça serait un retour à la normale où quel problème vient bouleverser sa vie. J'essaie de prendre vraiment des films assez connus, hein. Je pourrais prendre des films beaucoup plus ciblés, mais je pense que j'essaie de ne pas vous perdre. On a tous vu, je pense, le film Yamakasi. Et les Yamakasi, c'est des espèces de cascadeurs de rue. Et ils impressionnent tous les gosses parce qu'ils font des sauts périlleux partout. Et malheureusement, il y a un gamin qui essaie de faire comme les grands et qui se fait extrêmement mal et qui a besoin d'une opération et qui a besoin d'argent. Et le problème, c'est que c'est des jeunes, les Yamakasi sont hyper désolés pour la famille, se font détester et aimeraient résoudre le problème. Et la seule façon de le faire, c'est de trouver de l'argent. Donc ils décident de voler et de cambrioler des maisons. Donc on ne va pas aller trop vite, mais s'ils résolvaient le problème, ces Yamakasi, qu'est-ce que ça changerait dans leur vie? Ils n'auraient pas la mort d'un gamin sur la conscience et ils feraient une bonne action et ils prouveraient aussi leur valeur. Pourquoi est-il urgent de le résoudre? Alors ça, c'est hyper important. On appelle ça le time lock. En fait, un problème, vous devez mettre une forme d'urgence parce que vous êtes sur une forme condensée d'histoire de vie. Donc, il doit y avoir par exemple une bombe qui va exploser. Pourquoi est-il urgent de le résoudre? On sait que dans 1h30, il y a une bombe qui va exploser. Donc il va falloir qu'en 1h30, ils arrivent à résoudre ce problème de bombe, ou alors un train qui va percuter je ne sais quoi, ou alors l'astéroïde, comment il s'appelle ce film? Armageddon, il y a un astéroïde qui va tomber sur la Terre. Et en fait, il va falloir sauver la Terre et c'est hyper urgent parce que sinon tout le monde meurt tout simplement. Donc il faut penser à qu'est-ce qui se passerait si en fait il n'arrivait pas à résoudre cet objectif. Pourquoi a-t-il du mal à s'engager à le résoudre? Alors ça, c'est très important. C'est un moment, alors à vous de trouver la réponse à cette question, mais pourquoi a-t-il du mal à s'engager à le résoudre? Notamment Luke Skywalker, je vous ai donné cet exemple, qui ne s'engage pas dans le sauvetage urgent de la princesse Leia parce que ses parents lui disent non, tu dois rester avec nous pour t'occuper de la ferme. Ce qui est une fausse excuse, mais il ne peut pas s'engager parce qu'il a des responsabilités. Je prends un exemple bête, j'entends souvent autour de moi des hommes ou des femmes un peu dans la quarantaine, voilà, qui aimeraient se lancer dans une vie créative, mais malheureusement, ils ont des enfants qu'il faut nourrir, ce qui n'est pas une fausse excuse en soi, mais ils n'osent plus se relancer dans une vie créative parce qu'ils ont des obligations. Et ces obligations-là, alors c'est un peu désobligeant vis-à-vis de mes amis, mais ce sont quelque part des fausses excuses qui empêcheraient leur développement individuel. C'est qu'ils font passer les responsabilités de parents et les responsabilités vis-à-vis des autres au-dessus des responsabilités de changement interne, d'amélioration de leurs conditions de vie et de besoins internes d'être qui on aimerait être tout simplement. Donc pensez toujours à quelle est la fausse excuse. Ça ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, hein. C'est pas que la réponse est fausse en soi, mais c'est que la personne quelque part se ment un petit peu à elle-même. Donc il faut trouver une raison qui empêcherait votre personnage de s'engager dans cette histoire. Quel événement précis l'oblige à désirer résoudre ce problème et affronter sa faille? Il y a quelque chose qui va se déclencher. Par exemple, comme un effondrement des fondations psychiques du personnage. Admettons, c'est horrible à dire, mais un homme de 40 ans qui a toujours rêvé être peintre et qui se dit non, je suis obligé de travailler en CDI dans un endroit parce que voilà, je dois nourrir ma fille, je dois ramener de l'argent dans mon couple.
Et en fait, il y a une séparation. Donc la personne se retrouve face à une triste nouvelle, se retrouve seule, mais à ce moment-là, il n'y a plus vraiment d'excuses. Enfin, si, parce qu'il faut quand même qu'il paye une pension alimentaire, mais il n'y a plus d'excuses à vivre une vie qu'il vivait jusqu'à présent, puisqu'elle n'existe plus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme truc? Là, je me rends compte, je suis un peu désobligeant quand même, hein, mais bon, vous comprenez bien le principe. On a tous des choses comme ça qui nous empêchent de le faire. Moi, par exemple, je vois un des rêves que j'ai passé beaucoup de temps au Japon, j'adorerais retourner vivre au Japon, mais le problème c'est que d'une part je suis malade et d'autre part il y a ce truc de Covid qui m'empêche de le faire. Mais je ne suis même pas sûr en réalité que si je guérissais complètement, je serais prêt à y aller parce que c'est quelque chose que je fantasme, mais est-ce que dans les faits je serais capable? Ça, c'est une question que je ne pourrais pas vraiment y répondre. Et de même, si le Covid s'échappait, eh ben, on pourrait pas. Enfin, peut-être que je le ferais pas en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que parfois on a des rêves, mais on ne répond pas à ces rêves en se donnant des fausses excuses parce qu'on a une sorte d'aversion à la perte. Ça s'appelle de l'économie comportementale. On a bien plus peur de perdre quelque chose en faisant une action que le gain. C'est-à-dire que la perception de ce qu'on pourrait gagner en changeant et en prenant des risques, si on devait donner des points, voilà, on va gagner 3 points de plus, de positif, en prenant des risques, mais le risque qu'on a derrière, c'est moins 10. Donc il y a un différentiel entre les deux de 7. Et la plupart du temps, on a peur de prendre ces risques. Donc c'est une aversion au risque parce que voilà, on pourrait y gagner et améliorer considérablement notre vie, mais on pourrait aussi tout détruire. Donc il y a un truc un peu comme au poker quand on fait un all-in sur un bluff. C'est-à-dire on pourrait gagner gros, mais le risque c'est d'être enlevé de la partie. Donc on a quelque chose qui peut terroriser notre personnage. Donc l'événement précis qui l'oblige à désirer résoudre ce problème et affronter sa faille, il va falloir lui rajouter une deuxième couche. Ce serait comme le tsunami, il y a une première vague et il y a aussi une deuxième vague. Et là, ça va l'obliger à se retrouver face au problème et face à sa faille. Quelles sont ses nouvelles motivations? Et grâce à cet événement, on va avoir des nouvelles motivations qui vont booster le personnage dans notre histoire. Enfin, on arrive au nœud dramatique numéro 1, ça on l'a déjà étudié dans la structure en 3 actes, donc dans la première vidéo. On a un objectif du personnage qui va se fixer. J'ai pris la phrase de James Bond, votre mission si vous l'acceptez, ou c'est mission impossible peut-être. C'est la période de décision. On va en avoir plusieurs des périodes de décision tout au long du récit, mais ça c'est la première et c'est la plus importante. C'est qu'après après cet événement définitif, donc en étant acculé, c'est-à-dire en n'ayant aucune autre porte de sortie que de devoir résoudre le problème, il va devoir se donner un objectif. Quand par exemple, je sais pas, voilà, je sais que moi j'ai plusieurs métiers, j'ai des revenus qui sont bons grâce à mon métier de modélisateur 3D et d'illustrateur, c'est des revenus tout à fait corrects. Et je vois que dans mon rêve de faire des films, peut-être que je ne suis pas suffisamment actif, c'est-à-dire que je ne m'y consacre pas à 100% parce que j'ai la qualité une qualité de vie tout à fait correcte puisque je gagne ma vie autrement. Je continue ma vie de scénariste, mais peut-être que je ne m'y engage pas suffisamment. Mais si un jour je me retrouve à ne plus avoir de revenus en tant que modélisateur 3D parce que voilà, tout est délocalisé dans un autre pays et qu'aujourd'hui je ne suis plus du tout concurrentiel en termes de tarifs, c'est d'ailleurs en train de se profiler, et je serais bien obligé de faire autre chose. Et peut-être que je me dirais je vais jouer le tout pour le tout et écrire à 100%. Et parfois on a des événements comme ça qui nous permettent ce genre de décision. Je pense par exemple au confinement, qui est un très bon exemple chez les Français et partout dans le monde. Le premier confinement a permis à beaucoup de gens qui avaient des rêves de faire des choses créatives de se lancer enfin, puisqu'il n'y avait plus d'excuses comme le travail. Ils étaient face à eux-mêmes, face à l'ennui, et face à cet ennui et cette incapacité d'aller au travail, il fallait bien faire quelque chose. Regarder Netflix une semaine, c'est sympa, mais 2 mois et demi, ça commence à être un peu long. Et les personnes se retrouvaient dans leur essence profonde et se lançaient là-dedans et se disaient on va jouer le tout pour le tout. Je vois le nombre de personnes qui ont lancé des business
des entreprises pendant le confinement, on voit bien que c'est grâce à ces événements qui sont malencontreusement absolument dramatiques, mais qu'ils ont pu se lancer dans une nouvelle aventure. Vous comprenez un petit peu la logique. Donc on devrait présenter l'objectif du personnage qui va en découler et son plan pour y parvenir. Je pense à Luke Skywalker qui voit sa famille, enfin les cadavres des membres de sa famille, et Ben Kenobi qui lui dit alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit je viens avec vous, je viens dans l'espace. Et il décide d'aller dans l'espace pour aller vers Coruscant. Donc c'est son premier objectif. Et son plan pour y parvenir, il l'explique juste après. Il utilise le speeders, mais je ne vais pas aller trop loin parce que c'est la suite. Pareil pour Harry Potter. Harry Potter, Hagrid lui dit tu préfères rester avec les Dursley qui te traitent super mal, ou tu préfères aller à Poudlard enfin découvrir qui tu es dans le fond? Et bien là, il regarde à droite, il regarde à gauche et il se décide à aller vers Hagrid. Donc il a passé le cap de son premier objectif et il a un plan pour y parvenir qu'on verra par la suite. Alors des fois, c'est pas toujours très clair vis-à-vis du plan. On n'a pas un personnage qui dit « Ok, on va faire comme ci, comme ça, comme ça ». C'est le cas dans les films de cambriolage où effectivement il y a une présentation du plan pour parvenir à l'objectif. C'est le cas des films comme les James Bond ou Mission Impossible où on explique le plan pour résoudre le problème, mais ce n'est pas toujours extrêmement précis. On n'a pas une carte Google Maps qui explique là tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est quand même assez rare, mais il y a quand même des petits traits de l'ordre du plan qui devraient en découler à ce moment-là. Ok, on a fini l'acte 1. Donc là, on a présenté une situation initiale, un personnage qui est en train de bouger, un personnage qui est obligé de bouger, qui va devoir affronter de nouveaux conflits dans l'acte 2. On passe maintenant dans l'acte 2. Alors l'acte 2, vous allez devoir comprendre la structure globale de l'acte 2. Notre personnage, maintenant qu'on l'a défini intimement, psychologiquement, vis-à-vis de ses faiblesses, de ses fonctionnements, on va le faire passer à travers tout un mécanisme d'épreuve. Et c'est durant cet acte 2 qu'il va se rendre compte de beaucoup de choses vis-à-vis de lui-même et faire ses preuves. Il va être remodelé par toutes ces épreuves. Je vous invite à regarder la vidéo juste avant par rapport aux besoins sur le personnage et aussi par rapport aux obstacles. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces obstacles, toutes ces péripéties, elles ont un but fonctionnel. Elles ont un but vis-à-vis de votre personnage. Elles ne sont pas là par hasard. Et il va y avoir quelque chose de progressif. Alors, j'ai divisé la partie 1 avant le pivot. Vous voyez, ici on a le pivot, c'est le nœud dramatique qu'on va appeler 2. Alors, la plupart du temps, on appelle ça un pivot dramatique. C'est que le personnage va changer d'objectif grâce à la compréhension qu'il a eue de lui-même. Et on va avoir 2 gros blocs. Ici, les demi-victoires et les demi-défaites. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Au tout début, votre personnage peut soit affronter des demi-victoires, soit des demi-défaites, parce que ces deux positions sont interchangeables. Mais la plupart du temps, ça va être des demi-victoires. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça des demi-victoires. Pourquoi ce sont des demi-victoires? Une victoire, elle peut être par rapport à l'objectif, c'est-à-dire que l'objectif peut être atteint. Aller tel endroit, retrouver telle chose. Là, il va y avoir accomplissement de l'objectif numéro 1. Il va changer par la suite, mais on va avoir un accomplissement de l'objectif. En revanche, ça va être simplement une demi-victoire parce que le personnage n'aura pas appris quelque chose d'essentiel sur lui-même. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il y a victoire vis-à-vis de l'objectif, mais échec lors de la transformation. Et là, votre personnage va devoir prendre conscience de certaines choses ou se rendre compte que ce n'est pas avec cette logique-là qu'il va pouvoir avancer dans la vie. Et la même chose s'applique aux demi-défaites, et je dirais même que c'est bien plus intéressant, c'est que dans les demi-défaites, il va y avoir par exemple défaite totale vis-à-vis de l'objectif, on va être face au mur, le personnage va être vraiment face au mur, va avoir un échec, il va y avoir un échec dans le raisonnement, dans le comportement qui ne permet pas la résolution de l'objectif, mais c'est dans cette défaite finalement qu'il va avoir la plus belle des victoires, c'est de comprendre quelque chose vis-à-vis de lui-même. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple finalement dans la vie. Admettons que vous vous comportez d'une certaine manière. En fait, vous vous comportez mal, mais les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous ne changez pas, mais jusqu'à présent, tout est OK. Tout est OK et vous arrivez à atteindre votre objectif, mais vous vous comportez mal et vous en rendrez presque même pas compte.
À l'inverse, des fois, vous vous plantez dans vos relations interpersonnelles, dans vos objectifs de vie, vous vous plantez et ça vous force à vous remettre en question. Et parfois, ça vous permet de déconstruire un schéma comportemental qui n'est pas approprié. Je pense à un truc qui m'est arrivé il y a vraiment pas longtemps. J'étais sorti d'hôpital et je suis allé vivre chez ma tante vraiment quelques jours. Et moi, j'avais tellement pas l'habitude de vivre en famille, ça faisait une éternité que j'avais pas vécu en famille. Moi, j'ai eu tendance à avoir une enfance où j'étais vraiment dans mon coin, j'avais pas trop à me soucier de la famille. Je vivais voilà, tranquille dans mon coin, je faisais ma vie et je demandais à personne quoi que ce soit et je faisais mon truc. Et pour moi, c'était tout à fait normal de réfléchir de cette manière-là. Un matin, je me lève et je décide d'aller chercher des cigarettes. Parce que j'en avais plus et je savais que ma tante le savait, que j'allais aller prendre des cigarettes parce qu'il m'en restait plus et je me suis dit qu'elle allait déduire tout ça. Et j'y vais très tôt le matin et je reviens à la maison et je la vois qui était vraiment ravie de me retrouver parce qu'elle a eu peur. Elle s'est dit mais tu te rends compte, ta maladie aurait pu se déclencher à ce moment-là, ça aurait pu être dangereux, nous on n'avait aucune nouvelle, enfin on savait pas, enfin tu avais peut-être ton téléphone mais ça aurait pu être vraiment dangereux et tu n'as pas laissé de post-it sur la table. Ça paraît vraiment idiot, mais vous allez voir où je vais en venir. Et là, je me dis, ouais, c'est vrai, j'aurais pu les prévenir. Pourquoi j'ai pas pensé? Elle était en colère, mais elle avait raison. Vous voyez, j'ai eu une défaite interpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle m'a mis face à moi-même en me disant ton comportement n'est pas adapté. Et j'aurais pu me braquer et me dire, mais elle a complètement tort. Mais en fait, c'était juste mes habitudes vis-à-vis de moi, comment j'ai été éduqué et comment j'ai grandi. Et elle, comment elle avait éduqué ses enfants et ce qui était une posture qui était bien plus juste. Et ce que j'ai pu relever dans cette discussion, c'est qu'elle n'avait pas conçu que pour moi, faire ma vie de mon côté, c'était absolument pas une atteinte à elle-même, c'était juste que j'ai toujours fait comme ça parce que en fait, j'avais pas de personne à qui vraiment écrire un post-it en disant je suis là. Parce que c'est assez triste en fait, mais j'avais intégré que les gens, c'est pas qu'ils s'en foutaient de moi, mais que ça n'avait pas vraiment d'importance pour eux de savoir où j'étais. Et même dans le cas d'une maladie, une sortie d'hôpital, en fait, je voyais pas le problème. Et quand elle l'a soulevé, je me suis dit ah merde. Et je me suis excusé. Et depuis, je mets des post-it. Je lui dis Nanou, je suis pas là parce que je suis à tel endroit. J'ai mon téléphone. C'est un petit détail, hein, c'est un petit geste du comportement, mais c'est que j'ai mieux compris ce qui était important pour elle. Et elle a compris pourquoi aussi moi je ne fonctionnais pas comme ça. Et vice-versa, on a appris l'un de l'autre et ça a été un échange qui a été certes un conflit, qui a été une défaite dans mon comportement, mais qui, dans cette défaite, a été une vraie victoire vis-à-vis de la compréhension que j'avais des relations. C'est de me dire, finalement, elle était en colère, pas parce que j'avais fait quelque chose de mal profondément, mais elle était en colère parce qu'elle avait l'impression que je la respectais pas, ce qui est tout à fait logique. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que finalement, elle m'aimait. Concrètement, c'était de l'amour profond de dire c'est important pour moi parce que je tiens à toi et si t'arrive quelque chose, je me sentirais très mal. Et c'était une sorte de protection et c'était assez joli de vivre cette expérience à mon âge quand même assez avancé où ça peut paraître évident pour plein de gens de déposer un post-it, mais ça ne l'était pas pour moi. Et vous voyez, c'est dans cette défaite-là que j'ai appris. Donc, c'est tout à fait ce que vous devez comprendre. C'est qu'il va y avoir d'un côté les demi-victoires. Donc, ça va être des victoires vis-à-vis de l'objectif. Le comportement n'a pas encore changé, mais le personnage n'a rien appris sur lui-même parce qu'il se comporte comme d'hab. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique ni de remise en question, mais ça va être assez insuffisant vis-à-vis de sa façon de penser. À l'inverse, dans les demi-défaites, il n'y a pas d'autre possibilité que de changer. Vous voyez ? Donc on y revient. Les demi-victoires, blablabla. Alors, on va partir du principe qu'on commence classiquement par les demi-victoires. Comme je vous ai dit, ça peut être interchangeable, mais les demi-victoires sont une forme assez classique aujourd'hui de construction. Dans les demi-victoires, on va encore une fois avoir une période descriptive. On va avoir les premiers périls. J'ai mis cette situation, échouer, c'est grandir. Effectivement, ce n'est que dans l'échec ou dans l'action qu'on grandit. On va peut-être présenter de nouveaux personnages. C'est le cas dans Star Wars où on découvre Han Solo qui a lui-même son propre arc transformationnel et ça va être de nouvelles rencontres. Qui mon personnage va-t-il rencontrer sur son chemin ?
Est-ce qu'il va développer des relations avec ces personnes et de quelle forme vont être cette relation? Et dans la discussion, parce que le dialogue est quand même une arme assez importante dans un scénario pour découvrir des informations sur le personnage, parce que vous n'allez pas faire uniquement une mosaïque sur les décors d'informations de détails, mais vous allez aussi avoir une information dans l'ordre de la communication. Donc en communiquant, ils vont parler de fragilité ensemble, de leurs petits secrets, de leur passé. Ils vont avouer des choses, ils vont se confier peut-être. Et peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas le même avis dans cette aventure. Ils n'ont pas la même détermination, ils n'ont peut-être pas les mêmes valeurs et ça va peut-être faire des conflits de valeurs. Donc ça, c'est une nouvelle arène, je dirais, sociale qui va se créer tout au long de l'aventure dans une nouvelle situation qui est de celle du mouvement. Avant, on était dans quelque chose de statique, d'initial, et là, on est dans le mouvement, on est déjà parti dans l'aventure. Donc, il y a quelque chose qui se remodèle dans le contexte social de votre personnage. Ensemble, ils vont faire des actions concrètes pour résoudre le problème. Donc, ils vont, je ne sais pas, sortir Excalibur de son enclume, développer, s'entraîner pour un combat. Ils vont peut-être s'armer, ils vont peut-être devoir défier certaines personnes, ils vont devoir déjouer certains plans, ils vont, pour pouvoir faire un cambriolage, obtenir des informations au niveau, par exemple, je ne sais pas, trouver le plan de la banque quelque part et arriver à le voler. Donc ça va être une première confrontation, un premier obstacle, et dans cet obstacle, il va y avoir source d'épreuves. Donc, à quelle épreuve se confronte mon personnage? Et ça peut être au pluriel, ce n'est pas simplement une épreuve, ça peut être plusieurs épreuves ou une épreuve qu'on va appeler sinusoïdale, c'est-à-dire il y a une épreuve, une autre épreuve, une autre épreuve, une autre épreuve, et il va les affronter. Et en affrontant ces épreuves-là, il va montrer des qualités et des défauts. On va le voir réagir par exemple à ses propres faiblesses. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque épreuve doit taper pile dans le mille de la faiblesse de votre héros. Mais là, il va être assez buté. C'est-à-dire qu'il va se dire, on continue, c'est comme quelqu'un qui a un gros bourrin. Je vais prendre un autre exemple de la vie, la musculation, c'est un très bon exemple. Vous pouvez effectivement, si vous vous entraînez comme un boucher durant 6 mois, soulever énormément de fonte et prendre du volume musculaire. Mais ça va avoir des conséquences sur le long terme. Par exemple, vous allez avoir des problèmes de tendinite. Vous allez peut-être avoir mal au dos, vous n'allez pas prendre le temps de vous étirer, ou alors vous allez muscler que le haut de votre corps. Et là, ça va avoir des conséquences sur le long terme. C'est-à-dire que certes, votre objectif initial était de prendre de la masse musculaire, mais en prenant de la masse musculaire ainsi, vous allez avoir l'objectif accompli, mais vous n'aurez pas compris sur le long terme comment prendre du volume et prendre soin de votre corps. Donc vous avez encore du chemin à faire pour pouvoir avancer sur le long terme. Et même, je dirais qu'en vous entraînant en musculation, même si je ne suis pas un grand adepte de musculation, mais c'est un domaine que je connais quand même relativement bien, le personnage, enfin la personne qui fait de la musculation doit prendre le temps de se remettre en question et d'avoir un entraînement qui est plus adapté. Peut-être qu'il va se retrouver face à une fatigue nerveuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous entraînez trop, vous allez engendrer une fatigue nerveuse très importante sur votre corps qui va vous empêcher de progresser. Et c'est-à-dire que vous allez trop en faire et en faisant trop, vous n'allez pas pouvoir aller tout au bout de votre objectif final. C'est pour ça que le problème, il n'est pas résolu à moitié. C'est-à-dire qu'il est résolu, mais qu'à moitié. C'est-à-dire que vous allez résoudre un problème, mais vous allez forcément vous apercevoir de quelque chose. Il y a une limite dans votre victoire. Il y a une limite, et cette limite, ça va être vous-même, ça va être votre personnage. Ce n'est pas tant l'objectif, ça va être le personnage qui va avoir une limite, notamment par rapport à l'objectif qu'il va se donner par la suite. C'est-à-dire qu'en continuant de se comporter comme ça, il ne pourra pas. En fait, fatalement, ce n'est pas possible. En continuant de vouloir résoudre le problème de cette manière, sa posture ne sera pas juste pour résoudre le deuxième objectif. Ce qui amène maintenant à une première introspection qui va être insuffisante. Il va y avoir des petites brides de réflexion. Le personnage va comprendre certaines choses, mais peut-être par excès d'orgueil, d'ego, par déni, il ne va pas se rendre compte pleinement de la chose. Donc, quelles sont les réflexions de mon héros par rapport à son échec ou par rapport à sa victoire? Il va découvrir quelque chose sur lui, mais qui va être peut-être trop dur à assimiler ou trop dur de percevoir. Il va peut-être comprendre le problème, mais pas être en mesure de changer
par rapport à ce problème. Il va juste découvrir quelque chose. Il va être face à une situation et dire « Ah tiens, ça ne peut plus aller juste comme ça, mais en même temps, j'aimerais bien que ça continue comme ça. » Donc, il va voir qu'il s'est trompé et il va penser qu'il s'est trompé sur une chose. Je prends encore une fois un exemple tout simple. J'essaie toujours de ramener à des choses vraiment extrêmement simples de la vie pour que vous compreniez la logique, parce que ce n'est pas si évident que ça. En musculation, on parle de ce personnage qui va prendre en 6 mois énormément de muscles et il va penser qu'il s'est trompé, c'est que en fait le problème c'était son alimentation. Il dit c'était mon alimentation qui n'était pas adaptée. Mais en fait ça ne va pas simplement être l'alimentation, il y a beaucoup de choses, c'est sa façon de penser son corps de manière très mécanique et comme si c'était une machine qui pourrait aller encore plus loin et ne pas en prendre soin au niveau des articulations, ne pas prendre le temps de faire des étirements, ne pas prendre le temps de se reposer suffisamment, ça va le mener droit dans le mur. Mais il va quand même comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui va l'empêcher d'aller plus loin. Donc il va penser à une solution, mais qui ne sera peut-être pas la bonne. Donc on va exprimer un nouveau point de vue. Là, je vois quel est son nouveau point de vue. Donc le personnage va avoir un nouveau point de vue sur les choses et va penser avoir trouvé la solution, mais elle est fondamentalement fausse ou alors à moitié juste, vous voyez ? Mais pourquoi son changement interne est-il encore insuffisant? Vous, en tant que scénariste, vous devez vous dire pourquoi son raisonnement n'est pas juste. C'est que son raisonnement est logique dans l'évolution du personnage, mais il n'est pas juste vis-à-vis de la faiblesse de ce personnage. Voyez ? De quelle façon ses alliés lui avaient déjà signalé son manque d'introspection? Ça peut créer du conflit. C'est-à-dire que la personne peut carrément même s'enfoncer, c'est-à-dire se dire il y a ce problème-là, mais le problème c'est pas moi, c'est les autres. C'est tout à fait probable dans un point de vue humain, c'est d'être dans un déni tellement important qu'on va projeter la faute sur l'environnement. C'est pas ma faute, c'est mes origines sociales, c'est pas ma faute, c'est machin, mais la personne voit qu'il y a un problème et juste sa solution n'est pas juste. Et ça va être un vrai problème. Qui va en amener d'autres. Donc ce problème souvent est soulevé par les alliés. Les alliés, ce nouvel environnement social va être en mesure de le mettre face à lui-même. Ça va créer du conflit. Peut-être qu'un personnage va dire finalement si tu continues comme ça, je me casse. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir il y a une introspection, il y a quelque chose de l'ordre de l'interne, mais on est quand même dans le cinéma. Et dans le cinéma, cette introspection, filmer quelqu'un qui est en train de regarder comme le penseur de Rodin, ça nous amène juste à comprendre qu'il est en train de penser, mais à quoi il pense, on ne sait pas. Et pour pouvoir le faire sortir et le faire verbaliser ou alors le démontrer l'erreur qu'il a dans son raisonnement, il faut qu'il y ait exposition aussi du raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être hyper littéraire, hein. On est quand même dans du scénario, il faut être assez malin pour rendre le truc beaucoup plus doux au niveau de l'aspect informatif de cette transformation. Malgré tout, même si ce personnage a eu une réflexion qui est incomplète, il va comprendre qu'il faut changer de plan pour résoudre l'objectif. Et face aux informations qu'il a comprises sur lui, face à son nouveau raisonnement, il va essayer de se relancer dans l'aventure en se donnant un nouvel objectif. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase. Quel est le nouveau plan du héros après son introspection pour résoudre le problème? Donc il va y avoir une nouvelle introspection, des résultats de cette introspection et de ses premières épreuves, et il va vouloir résoudre le problème d'une nouvelle manière. Et c'est là que ça va coincer. On va se retrouver devant les demi-défaites. C'est que cette nouvelle façon de penser va faire presque qu'empirer les choses. C'est-à-dire qu'en étant piqué dans l'ego, je reprends l'exemple très simple, hein, je reviens dans la vie réelle. Ma tante qui me dit tu aurais dû me mettre un post-it. J'aurais pu, au lieu d'écouter et juste comprendre pourquoi elle me disait ça et pourquoi il fallait que j'ajuste mon comportement pour que tout le monde se sente bien, parce que c'était gagnant-gagnant, c'était bien pour moi, c'était assez touchant et c'était important pour elle, j'aurais pu très bien me dire si c'est comme ça, je me casse et je vais vivre ailleurs. Vous voyez, ça aurait été très immature, mais ça aurait été possible. C'est-à-dire, face à ce problème-là, au lieu de l'affronter ou de m'ouvrir face au problème, me dire, je réagis de manière immature, je vais être encore pire. C'est-à-dire que déjà que je n'avais pas conscience que ça pouvait la gêner de ne pas mettre de post-it, j'aurais pu surenchérir en me disant, ton truc, je m'en fous complet parce que ça me fait chier. Et du coup, je vais carrément me barrer.
je résous pas le problème, enfin je résous le problème d'un point de vue objectif, c'est-à-dire que plus personne va me demander de poser des post-it, mais je vais rien comprendre sur moi-même. Et là, je vais me mettre vraiment face à une défaite. Vous voyez comment ça peut empirer assez facilement, et ça arrive d'ailleurs avec nos rapports familiaux. On se retrouve face à un problème où on sait qu'on a tort, même d'ailleurs je le vois psychologiquement, parfois on a tort, on le sait, mais on se raconte une histoire dans notre tête qui nous met dans une position presque victorieuse. On est dans un espèce de déni, on sait qu'on a tort, mais on s'invente une histoire qui nous permet d'avoir raison. Voyez ? Et bien là, c'est clairement ce qui va arriver au héros, mais lui, il va être face au mur. À un moment, il va être acculé, il va être obligé de se prendre la vérité en pleine tronche, ça va être très difficile et il va falloir qu'il fasse des efforts. Donc les demi-défaites, mon héros va comprendre qu'il doit changer et transcender ses faiblesses, ou du moins qu'il n'a pas le choix, tout simplement. Il va falloir le mettre en échec et mat là. Et là, il va falloir qu'il change profondément et de manière irrémédiable. Donc il va y avoir des nouveaux périls encore plus graves. C'est même hyper chouette de faire c'est même très fort, hein, c'est pas si évident que ça, mais de créer des périls plus graves par rapport à ce qu'il avait fait là, la façon dont il avait essayé de résoudre les épreuves, à créer des épreuves qui sont encore plus graves et encore plus dures. Donc, il va se retrouver face à des problèmes encore plus graves. Il va essayer encore une fois de régler le problème, mais il va le faire de manière complètement insatisfaisante. Ça va engendrer des conflits avec ses alliés face à cette nouvelle attitude-là, face à par exemple un personnage qui va être borné, qui va encore amplifier son problème ou montrer un visage très sombre de lui-même. Ça va aller encore plus loin. Il va peut-être y avoir une réaction des alliés. Les alliés vont se barrer, les alliés vont se dire « Ah non mais tu nous saoules complet, on s'en va, on va même pas t'aider ». Il se retrouve seul face à lui-même. Et ça va aggraver lourdement la situation. Et la situation à ce moment-là va paraître perdue. Si vous dites, vous dites on va aller dans le Seigneur des Anneaux, on va aller mettre… non, je vais essayer de trouver une situation importante. Vous êtes footballeur, voilà, il y a un collectif qui se crée, et s'il y en a un qui commence à vraiment déconner, il va saouler tout le monde. Et si les autres joueurs sortent du terrain, la personne qui est prise par son ego à un excès de zèle ne va pas réussir à gagner le match parce qu'il est tout seul. Et il va y avoir à un moment une nécessité de collaboration et de retrouver la chose. Il va y avoir nécessité d'excuses et de changement, c'est-à-dire de plus passer le ballon, de plus… Voilà, je prends un exemple vraiment très simple, mais c'est ce genre de choses qu'il faut comprendre au niveau de la dynamique du personnage et c'est vraiment pas éloigné de la vie, hein. Moi, je le vois que des fois, je réagis un peu mal. Ça soulève un point hyper important chez moi et je vais réagir encore plus mal parce que je vais réagir dans mon ego à 2 francs. Et en fait, à un moment, je vais aller tellement loin qu'il y a un moment, il va falloir que je me remette en question parce que sinon, je risque de perdre beaucoup de trucs. Vous voyez ? Donc, la situation semble perdue. Elle semble vraiment perdue. Voilà, on n'a pas résolu la situation. Le personnage a perdu gros. Non seulement il se trompe dans son raisonnement, mais en plus de ça, il a perdu des amis. Mais en plus de ça, son objectif final ne sera jamais atteint dans ces conditions-là. Donc, il va falloir qu'il fasse une introspection très forte pour recoller les morceaux et relancer la dynamique et enfin changer. C'est pour ça qu'on va avoir une deuxième introspection qui va être complète. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est à ce moment-là qu'il va être obligé de changer. Donc, on est sur une période de défi interne. Il va avoir une révélation cruciale vis-à-vis de lui-même. C'est un moment d'épiphanie. Il va se rendre compte, vous voyez, se dire « Ah, c'est ce que j'ai fait ». Mais en se rendant compte de tout ça, il va devoir changer. Et il ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ce qu'on voit là. Pourquoi ne peut-il plus revenir en arrière ? Il ne peut plus revenir en arrière parce que voilà, il en a trop fait. Et du moins, c'est impossible pour lui de revenir à l'étape précédente. Il ne peut plus être dans l'ignorance de son problème parce que ce serait très lourd pour lui et il n'arriverait jamais à évoluer. Donc, il est dans une position où il est acculé. Vraiment, c'est essentiel de comprendre que là, le personnage est acculé. Je l'ai dit au moins 5 fois. Désolé, je vais le dire même 6 fois. Il est encore acculé. Quelle erreur quasiment fatale mon héros a-t-il commise qui le force maintenant à agir de façon irréprochable ? Donc là, il va s'en rendre compte, il va comprendre ce qu'il a fait. Donc ça, c'est essentiel au niveau de l'introspection. Et là, il va devoir prendre une décision définitive avec un état d'esprit et un mental définitif pour résoudre le conflit.
j'ai mis cette petite phrase, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc c'est une période de décision. C'est le nœud dramatique qu'on appelle 2 normalement, mais si on compte le pivot qui est un nœud dramatique, on va appeler ça le pivot numéro 3. Donc il va prendre une nouvelle décision pour résoudre le problème et il n'imagine plus à ce moment-là revenir à sa vie passée. C'est plus possible de revenir en arrière. Vis-à-vis de toutes les aventures qu'il a eues, de toutes les compréhensions qu'il a eues, il ne peut plus revenir en arrière. C'est plus possible. Par exemple, Luke Skywalker dans le film de 1977, il ne peut plus revenir en arrière pour aller vaincre l'étoile de la mort parce que il s'est pris d'affection pour la résistance, il a compris les valeurs de cette résistance et l'intérêt et l'importance de défendre ses propres libertés. Et là, il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus revenir à sa vie de fermier puisqu'il aurait l'impression d'avoir pas complété son objectif et en plus de ça, de faire preuve de lâcheté et de fermer les yeux vis-à-vis d'un problème. Donc, qu'est-ce qui change dans son tempérament? Vous devez y répondre dans votre tête. Il va montrer, dans votre tête et aussi dans le scénario, il va montrer qu'il a changé juste dans la façon dont il va décider les choses. Ça peut être des excuses, c'est un truc assez classique, mais il va s'excuser auprès de ses proches. Il va faire preuve de mea culpa. Il va redescendre sur terre et dire « ouais, j'ai eu tort ». Et ça, c'est un moment qui est très beau émotionnellement, quand quelqu'un est capable de redescendre de son perchoir et se dire genre « ah, je me suis vraiment trompé là-dessus » et les gens vont l'accepter. Souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne font pas d'erreur, on fait des conneries et s'en rendre compte et puis le dire aux gens, avoir la capacité d'humilité de changer sa posture. Ben, c'est super, quand quelqu'un enlève son armure, ben, on peut que l'excuser et que se dire bah ouais, t'as vraiment merdé, mais c'est pas grave. Maintenant on change et on s'adapte et je suis content que tu sois de retour. Voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver et qui est vraiment l'histoire de la vie de manière générale. On fait tous ce genre de choses. Maintenant on arrive à l'acte 3. C'est le moment où le personnage va affronter pour une bonne fois pour toutes le problème. Il va y avoir un gros échange de valeurs. Il va y avoir victoire ou défaite. C'est l'affrontement final et ensuite on va pouvoir le dénouement, c'est-à-dire qu'il va revenir à sa position initiale en ayant vraiment changé et appris de toutes ses erreurs. Donc acte 3, comment mon histoire se termine-t-elle? On a une période de victoire ou de défaite. Alors ça, à vous de voir, est-ce que votre personnage principal va résoudre l'objectif final, donc sauver la princesse, qu'importe votre objectif, mais arriver à réunir cette somme d'argent, arriver à voler le grand pactole dans Ocean Eleven d'une banque centrale. Vous voyez, ce genre de choses. Dans la Casa de Papel, arriver à résoudre ce casse du siècle et en réchapper vivant. Donc c'est là où il va y avoir victoire ou défaite vis-à-vis de l'objectif final. Mon héros va enfin déplacer sa faiblesse et montrer qu'il a changé, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Il y a des scénarios où justement l'arc transformationnel est négatif. Je pense au Loup de Wall Street où le personnage est de pire en pire. C'est-à-dire que malgré toutes ses fraudes, malgré les conséquences de ses actes, il ne change pas. Au contraire, il s'enfonce dans ses erreurs morales et ça ne l'empêche pas de faire un film qui est assez intéressant parce que justement, il montre le capitalisme dans sa forme la plus sauvage et à quel point c'est déconnecté de la réalité et à quel point en fait ils ont gain de cause. À la fin, on le voit dans une prison de luxe et en fait il n'y a rien qu'à changer pour lui, il est toujours aussi riche et il s'en sort et c'est un peu pessimiste et cynique vis-à-vis du système économique américain, mais c'est pas, c'est un choix. Voilà. On a un arc transformationnel qui est négatif, un personnage en fait devient de pire en pire et pas de mieux en mieux. L'affrontement final, advienne que pourra. Là, on se lance à fond dans l'aventure. On est encore dans une période de défi. Mon personnage, il a une pression maximale et on va voir ce qui se passerait s'il échouait. Je pense par exemple à Harry Potter. Il y a un moment où on voit Harry qui est face à tous les morts dans la bataille de Poudlard. Et il dit si j'affronte pas et que je gagne pas contre Voldemort, c'est d'une part le monde des sorciers qui va complètement se transformer dans quelque chose d'extrêmement négatif qu'il ne souhaite pas. En plus de ça, il risque de mourir, mais pire que ça, c'est que ses amis, sa nouvelle famille qu'il a construite tout au long du récit, donc les Weasley, le reste des élèves, tous ceux qu'il aime vont mourir.
Et là, on le voit, et c'est ça qui se passerait s'il échouait. Donc, ça va lui donner à la fois une pression maximale, positive et négative. Négative dans le sens où c'est dramatique, mais positive dans le sens où ça va le motiver. Donc, mon héros affronte frontalement l'événement le plus décisif de l'histoire. Quel est-il ? Je ne sais pas, le combat contre Dark Vador, la fameuse bataille dans Star Wars pour aller tuer détruire l'étoile noire, combattre Voldemort, enfin affronter je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être dans un autre film, par exemple dans juste la fin du monde de Xavier Dolan, eh bien le personnage principal va enfin avouer peut-être à sa famille qu'il a un cancer et qu'il est en phase terminale, et là c'est le moment où il peut enfin le faire, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il a compris que qu'importe ce qu'il dirait, en fait, il n'a plus sa place dans cette famille, c'est assez triste, et il comprend pourquoi il est parti et pourquoi cette famille qui l'aime malgré tout, eh bien, il y a un rapport très dysfonctionnel et il n'a plus la place de s'exprimer, et il s'exprimera de manière métaphorique à travers les pièces de théâtre, et il existera dans un autre monde. Peut-être que j'exagère dans la réflexion, je ne suis pas sûr que ce soit ça la fondation de son histoire, mais il va affronter ce moment-là dans le repas de famille, ce silence, à dire « j'ai quelque chose à vous dire. Ah, qu'est-ce que tu viens dire ? Ah non, en fait, rien. » Vous voyez ? Donc là, il y a une défaite vis-à-vis de l'objectif, il était venu pour ça, mais il ne l'a pas fait. Ou alors, Luke Skywalker, il arrive enfin à détruire l'étoile noire alors que personne ne pensait que c'était possible. En quoi les valeurs de mon héros sont bousculées ? C'est en affrontant ce moment, ça ne va pas tant être un problème d'affrontement de combat ou de joute verbale, mais plus un affrontement de valeurs. L'exemple que j'aime bien donner, c'est dans les mangas. On a toujours des combats, vous voyez, un personnage super fort contre un autre personnage super fort, et ils parlent pendant des heures. Tout le monde a déjà vu ça. Ils parlent pendant des heures. Et c'est ce qui rend finalement le combat intéressant, c'est que c'est des valeurs qui s'opposent. C'est l'un et l'autre se battent pour des valeurs et pour des pensées qu'ils pensent être justes. Et c'est dans cet affrontement-là qu'il va y avoir consolidation des intimes convictions de votre personnage et de sa nécessité de changement. Donc c'est ce dernier défi qui complète la réflexion introspective du héros. C'est dans ce dernier combat, comme on le disait, qui n'est pas forcément physique, mais il va comprendre et appliquer et avoir vraiment une clarté vis-à-vis du problème et se dire d'accord, peut-être que je ne peux rien y faire à ce problème, il faut que j'accepte ça. Quelle va être l'acceptation, quelle va être la consolidation de votre personnage face à ce dernier défi? De quelle manière mon héros se sert-il de l'ensemble de son apprentissage pour résoudre définitivement le problème? Je pense à juste la fin du monde, à la fin, en ayant passé une journée avec sa famille, il était pourtant venu dire qu'il était en phase terminale et qu'il voulait profiter de sa famille, mais en ayant vu toute sa famille tout du long, il s'est rendu compte que c'était même pas la peine et qu'il fallait qu'il accepte de partir en silence et que c'était ça la seule solution. Donc c'est grâce à l'apprentissage qu'il a eu, il venait quand même avec cet objectif précis, et en ayant traversé le film, il n'a plus la même définition de la solution. Sa solution, elle n'est pas celle-ci, c'est qu'il comprend pourquoi il était parti avant, il comprend pourquoi il n'a pas à leur dire qu'il va mourir, parce que il fait déjà plus partie de cette famille et que les gens en face de lui ne sont plus en mesure de l'écouter ou de prendre en considération ce qui va être dit, ou alors ça serait trop dur, c'est déjà suffisamment dysfonctionnel. Donc peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il accepte sa peur, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui, là, vient se concrétiser. Quel est le résultat de cet affrontement ? C'est une victoire, c'est une défaite, c'est à ce moment-là qu'on l'apprend réellement. Mon héros, il a appris quelque chose, les mauvaises expériences sont les plus formatrices, c'est tout à fait vrai, c'est dans la difficulté, et d'ailleurs on l'entend souvent, les gens qui vivent des choses extrêmement dures arrivent à transcender tout ça et dire je regrette que tout ça soit arrivé, mais en revanche ça a été la chose la plus formatrice dans ma vie. On va vivre des choses très dures, mais finalement, c'est grâce à ces trucs très durs qu'on va avoir la capacité de résilience nécessaire à en faire quelque chose de positif. Donc, on est encore dans une période d'introspection, mais qui cette fois-ci n'est plus passive ni active, mais plus actée, je dirais. Quelles leçons mon héros tire-t-il de ces aventures ? Quels changements sur les autres personnages cela a-t-il eu ?
c'est ce que je vous disais, c'est que le personnage évolue dans un microcosme et chaque élément va changer l'autre. C'est-à-dire qu'en changeant sa perception des choses, il va faire changer la perception des autres également, dans le bien comme dans le mauvais. Je pense encore une fois à Star Wars, désolé, c'est pas le scénario peut-être que vous jugerez le plus intelligent ou le plus chouette du monde, mais c'est un scénario qui a quand même fait ses preuves et qui a eu un succès fou, et je pense que la plupart des gens l'ont vu. On voit que le personnage d'Han Solo, quand il s'agit d'aller enfin détruire l'étoile noire et battre le méchant final, Luke Skywalker est complètement déterminé à aller se lancer dans cette guerre où il y a très peu de chances de gagner. Et à ce moment-là, Han Solo décide de s'en aller parce qu'il dit non mais là c'est peine perdue, j'ose pas, je vais pas le faire. Et là Luke Skywalker, il y a un échange de valeurs où Luke lui dit mais on perd un super bon soldat, et puis maintenant qu'on sait ce qui se passe dans la résistance et à quel point il y a une privation de liberté et que l'Empire est détestable, on a besoin de toi, on ne peut plus faire demi-tour, même si c'est sacrificiel, il faut qu'on se sacrifie à cet idéal-là. Et il se bat pour un idéal qu'il vient de concrétiser. Il a fait ses preuves vis-à-vis de cet idéal. Au tout début, il est tombé dedans par hasard, mais à la fin, il est persuadé que sa lutte est juste et nécessaire. Et Han Solo, lui, s'enfuit vis-à-vis de cette situation-là. Et en fait, Han Solo revient aider Luke au dernier moment pour détruire l'étoile noire. Et c'est l'aide qu'il apporte à Luke qui permet la destruction de l'étoile noire. Et il aura changé d'avis. Après, il y a une discussion entre eux et Han Solo revient dans la partie parce qu'il a compris qu'effectivement, il y avait un sacrifice à l'idéal et qu'il y avait quelque chose de très beau là-dedans et qui était nécessaire, et Luke l'a fait changer d'avis. Donc c'est cet ensemble de microcosmes qui va changer. Vous voyez ça comme des biologies. De la biologie, il y a une solution avec plusieurs composants, et ces composants, quand il y en a un qui va se transformer à cause d'un facteur comme la chaleur, les autres vont forcément s'adapter, et ainsi de suite. Il y a toujours un équilibre qui se trouve entre tous les personnages. Donc là, on arrive enfin au dénouement. À partir de là, on arrive au dénouement. On arrive dans un nouveau monde. On n'est pas bien là, toi, moi et mes belles baskets. Les conséquences sur le dénouement de ce nouveau monde, dans Harry Potter, enfin on retrouve la paix. Dans Star Wars, ils n'ont pas encore retrouvé la paix, mais ils ont gagné l'espoir. D'ailleurs, je crois que ce film, le premier, s'appelle La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir. Alors ça peut être Luke Skywalker, mais c'est aussi ce qui gagne à la fin, c'est un nouvel espoir vis-à-vis du gain sur la liberté. On va avoir un nouvel équilibre dans le monde, dans le Seigneur des Anneaux. Ça y est, le mal a disparu. Les hommes sont de nouveau réunis sous une seule et même barrière, les fiers bipèdes. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent se passer. Je pense que vous connaissez bien ces moments-là. Il va y avoir des conséquences non seulement sur le personnage, mais sur le monde. Sur quelle atmosphère se termine l'histoire? En quoi est-elle différente de celle du début de l'histoire? Est-ce que ça se finit sur la joie? Au tout début, ça peut être un moment, voilà, il y a une tension pas possible dans le film, mais elle va être différente à la fin grâce aux péripéties. Voilà, le monde est menacé au tout début, et à la fin, on a enfin écarté la menace et il y a une unité qui se crée entre les personnages. C'est un truc assez classique, mais une fois que le méchant est mort, les gens sont plus heureux, souriants. Dans Le Seigneur des Anneaux, on a ce moment où tout le monde est tout souriant, ils se retrouvent tous, ils se font des câlins, ils se marient, etc. etc. Donc là, il y a une conclusion qui est importante. Tout ça pour dire, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On a une réponse thématique, ça revient, je ne sais pas si vous vous rappelez, au message qu'on avait là. Ça revient juste ici. On a une conclusion, elle n'est pas forcément si factuelle que ça, mais il y a quand même une conclusion, il y a une image forte à la fin vis-à-vis du problème soulevé d'un point de vue moral. Le film n'a pas à être moralisateur à proprement parler, mais soulève une problématique. Et il y a une piste de solution. Ça reste un film, ça dure 1h30, 2 heures, mais il y a une piste de solution vis-à-vis du problème dans le film La haine. On a cette phrase, ce petit proverbe qui dit « Tout ça pour dire, l'important c'est pas la chute, mais l'atterrissage », qui est quand même devenu un grand classique. Donc quel message le spectateur tire-t-il de cette histoire ? Dans un truc comme Fast and Furious, prendre vraiment des exemples un peu tirés par les cheveux, mais dans Fast and Furious, la thématique principale, ça reste toujours la famille. Et on a toujours Vin Diesel à la fin qui est avec une bière et qui dit
L'important, c'est la famille. Ils viennent de tuer plein de gens, ils viennent d'utiliser des tanks, ils viennent ils viennent de faire des trucs de malades. Et à la fin, ils sont en train de manger un barbecue et ils se disent l'important, c'est la famille. Alors qu'ils venaient d'essayer de tuer des gens. C'est un petit peu tiré par les cheveux dans Fast and Furious, mais ça reste touchant, ça nous touche. C'est vrai qu'on se dit, ah oui, c'est vrai que ça a l'air d'être drôlement bien de faire un barbecue après avoir fait des saltos avec une Golf GTI. Donc, on va mettre une conclusion en avant en tant qu'auteur et dire un petit message final qui est soit mignon, soit pessimiste. Dans le Loup de Wall Street, à la fin, on voit Leonardo DiCaprio qui se retrouve en prison et on se dit « Ah, ben il y a enfin une justice dans ce monde vis-à-vis de la Fed ». Et en fait, on le voit qu'il est dans une prison de riches, en train de vivre comme un prince et en train de jouer au tennis. Donc c'est une conclusion assez cynique, c'est que on a Martin Scorsese qui nous dit par une image assez forte à la fin il n'y a pas de solution à cet hypercapitalisme. Ces gens-là s'en sortent toujours. C'est assez cynique, mais c'est sa perception en tant que réal et en tant qu'auteur et en tant qu'individu. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire avec bien entendu des pincettes et avec une certaine originalité. Voilà un petit peu sur tout ce qui est de l'ordre de la structure complexe. Encore une fois, mon objectif, il n'était pas de vous donner un tableau Excel pour que vous puissiez simplement remplir quelque chose. Ça vous permet d'avoir une vision globale de votre histoire ou d'en faire un squelette qui soit peut-être très simplifié, qui ne sera pas celui-là à la fin, mais avoir une première version qui ne soit pas trop bancale et qui vous permette de comprendre toute la mécanique de votre personnage. Ce qu'il faut bien penser, c'est que la structure, c'est une chose, mais le plus important, c'est le personnage. Le personnage, c'est lui qui définit aussi l'intrigue, c'est toutes ses réactions, c'est comment vous allez vraiment le faire vivre. Essayez de vous mettre à la place du personnage et le faire vivre. J'avais lu un livre de Stephen King, je crois que ça s'appelait Écrire, je ne me souviens plus. Il expliquait comment lui il fonctionnait pour écrire ses propres livres. Et ce qui se passait, c'est que lui, il écrivait juste les premières scènes, il avait juste une idée de personnage et de problème. Et tous les jours, il écrivait et il voyait ses personnages évoluer. Je ne dis pas qu'il faut faire comme Stephen King, on parle de quelqu'un qui a des années d'expérience et des heures, c'est un génie de l'écriture. Et bien, finalement, il n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que, enfin, bien sûr qu'il a même, je dirais, amplement raison, mais le personnage va définir aussi l'intrigue. Ce n'est pas la structure qui définit forcément le personnage. C'est le personnage à un moment qui va être tellement riche et dense et face à des problèmes qui sont tellement bien choisis qu'il va vivre tout seul et vous allez vivre une expérience un peu magique, un espèce de moment super chouette dans l'écriture. C'est que le personnage vit réellement dans l'intrigue et il a des réponses logiques vis-à-vis des situations. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire, c'est que vous pouvez garder un œil sur la structure et peut-être vous en inspirer pour comprendre les grands mouvements, mais ils n'ont pas à tomber pile poil à ce moment-là, ils n'ont pas à être… le but, c'est pas de faire une bonne copie, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble et surtout d'avoir un personnage qui est humainement juste, qui est dans une transformation juste, réaliste, face à des événements qui ne le sont peut-être pas, mais quelque chose de l'ordre de la vie. Il y a quelque chose que vous allez insuffler de la vie à un personnage qui n'est pas parfait, mais qui va se remodeler dans votre histoire. Donc pensez bien à ça, pensez à votre personnage, laissez la structure de côté au bout d'un moment, c'est juste un squelette de base, mais ce n'est pas le plus important. Créez votre propre structure, créez vos propres histoires. J'espère que toutes ces vidéos vous ont vraiment aidé. Pour moi, ça a été assez compliqué de les faire puisque ça prend beaucoup de temps et c'était un exercice qui n'était pas simple pour moi. J'espère que ça vous a vraiment plu. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à acheter pour m'aider soit la formation audio écrit enfin ton film, soit les fiches illustrées, soit Storyboard It qui vous aidera à faire vos storyboards, soit le poster de scénario. Voilà, c'était tout pour cette série de vidéos. Je suis un peu fatigué de les avoir fait, mais je suis content si j'ai pu aider certains d'entre vous à écrire des scénars. Je vous souhaite vraiment une chouette écriture et puis à plus sur le site. Ciao!